Bonjour à vous, moi c'est Gabriel. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence. On n'arrête pas de nous dire que tout va bien, que l'économie est solide. Et pourtant, il y a quelques jours, à Londres, à la Chambre des Lords, une alarme a retenti. Une alarme qui sonne étrangement comme un air qu'on a déjà entendu juste avant la dernière grande crise financière. Alors on a décidé de creuser pour comprendre ce qui se passe vraiment. Tout commence avec cette phrase. Je ne veux pas paraître trop alarmiste. Quand le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, commence une phrase comme ça, on sait que ce qui va suivre est, alarmiste. Il n'est pas là pour nous rassurer, mais pour tirer la sonnette d'alarme sur un déjà-vu qui fait froid dans le dos. Et là, le parallèle, il est direct, il est sans détour. Bailey pointe des faillites très récentes aux États-Unis en disant « Attention, ça ressemble de très très près à ce qui a précédé le chaos de 2008 ». Il nous rappelle ce mensonge qu'on nous servait à l'époque. On nous disait que le risque était trop petit pour être systémique. On a vu le résultat. Pour décrire cette menace, on a deux images, deux métaphores vraiment parlantes. Pour Andrew Bailey, ces faillites sont comme le canari dans la mine de charbon. Vous savez, ce petit oiseau qu'on envoyait pour voir si l'air était toxique. S'il mourait, il fallait fuir. Pour Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, c'est encore plus direct, ce sont des cafards. Et comme il le dit, quand on en voit un dans la cuisine, c'est qu'il en a des centaines cachés dans les murs. Ok, alors allons-y. On va enfiler les gants et on va disséquer ces fameux cafards. Parce que loin d'être des incidents isolés, ces effondrements révèlent toute une architecture de risque, et même de fraude, qui ressemble de manière vraiment troublante à celle de 2008. Le premier cas, c'est First Brands Group. Attention, on ne parle pas d'une petite PME du coin, c'était un mastodonte mondial des pièces automobiles. Sa chute a laissé un trou béant, avec des dettes qui pourraient monter jusqu'à 50 milliards de dollars. La raison ? Des soupçons de fraude massive, qui auraient été orchestrés par son propre fondateur. Et là, bim, l'effet domino. La contagion a été immédiate. Ce n'est pas de la théorie, c'est du concret. Des banques bien connues, des banques réglementées comme Santander ou UBS ont pris des pertes directes, bien réelles. Le canari est mort et les grandes banques commencent déjà à tousser. Le deuxième cas, Tricolor, c'est carrément un fantôme de 2008 qui ressurgit. Leur business, les prêts auto subprime. En gros, prêter à des gens très peu solvables à haut risque. Et sa fin a été brutale. Pas de plan de sauvetage, rien. Liquidation totale, immédiate. Ce qui veut dire en clair qu'il n'y avait absolument plus rien à sauver. Et devinez quoi, rebelote. La contagion est flagrante, avec des noms encore plus gros. Barclays, JP Morgan. On parle de centaines de millions de dollars de pertes, tout ça à cause d'un acteur qu'on nous présentait comme isolé. Le schéma se répète avec une précision qui fait peur. Bon, mais comment tout ça est connecté ? C'est quoi le lien ? Eh bien, c'est le grand retour de cette bonne vieille alchimie financière. La titrisation. On prend des prêts pourris, on les mélange dans un grand shaker, on les découpe en petites tranches, on met une belle étiquette dessus, parfois même notée AAA, et on revend ça comme un produit super sûr. C'est exactement, au détail près, le mécanisme qui a fait exploser la planète finance en 2008. La grande question, c'est comment est-ce que ces pratiques, qu'on pensait bannies à jamais, ont pu revenir en force ? La réponse, il faut aller la chercher dans un monde parallèle, un univers qui échappe au radar, le shadow banking, la finance de l'ombre. En fait, c'est assez simple. Après 2008, on a mis des règles plus strictes pour les banques. Super. Sauf que le risque, il n'a pas disparu. Il a juste déménagé. Il s'est réfugié dans ce qu'on appelle le crédit privé, ce fameux shadow banking. Un marché opaque, très peu régulé et qui pèse aujourd'hui un chiffre qui donne le vertige. 4 000 milliards de dollars. Évidemment, la version officielle, celle qu'on entend de la bouche des grands régulateurs comme Jerome Powell, le patron de la Fed, c'est « circuler, il n'y a rien à voir ». L'idée, c'est que cet argent vient d'investisseurs qui sont là pour le long terme, qu'il est verrouillé, et donc il n'y a aucun risque de panique bancaire. Une théorie qui se veut rassurante. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que ce risque est sagement confiné dans sa boîte, bien isolé du reste du système ? Ou est-ce qu'il n'aurait pas, par hasard, trouvé un moyen de s'échapper pour venir contaminer à nouveau le système principal ? Parce que quand on regarde les faits, la réalité est tout autre. Les banques traditionnelles sont les premières à financer ce secteur de l'ombre. Leur exposition est énorme, souvent bien au-delà de leurs propres capitaux de sécurité. Et comme l'affaire Tricolor l'a prouvé de manière éclatante, quand une de ces boîtes de l'ombre explose, ce ne sont pas les investisseurs à long terme qui payent, ce sont les banques réglementées. Le risque n'a jamais été contenu. Ok, donc si les faillites sont les symptômes visibles, les données du marché nous montrent que la maladie, elle, s'est déjà propagée en profondeur. On va maintenant regarder des chiffres qui prouvent que la plomberie du système financier est tout simplement en train de lâcher. Accrochez-vous bien parce que ce chiffre est juste dingue. Fin octobre 2025, la Réserve fédérale américaine a dû injecter en quasi-secret plus de 125 milliards de dollars dans le système bancaire en seulement 5 jours. Ce sont des opérations repo, des prêts d'urgence pour éviter que les banques ne manquent de cash. En gros, c'est une perfusion pour maintenir le patient en vie, mais on ne le crie pas sur les toits.
Et c'est là qu'on touche au cœur du paradoxe. D'un côté, on a l'illusion, des marchés boursiers qui flottent sur un nuage, avec des valorisations qu'on n'avait pas vues depuis la bulle Internet de l'an 2000. Et de l'autre, la réalité, bien plus sombre. Un système financier tellement à sec qu'il a besoin de perfusions secrètes quotidiennes pour ne pas s'effondrer. C'est complètement schizophrénique. Alors, si on met tout ça bout à bout, ça donne une image assez claire et franchement pas rassurante. On a l'alerte officielle de BI, on a les canaris qui meurent, on a la contagion qui se propage aux banques, on a la plomberie du système qui fuite partout. Et par-dessus tout ça, on a une bulle de valorisation qui fait comme si de rien n'était. Chaque pièce du puzzle est inquiétante, tout ensemble, elles dessinent le portrait d'une crise systémique qui n'est pas à venir, mais qui est déjà là. Et face à ce tableau, quelle est la réaction du monde de la finance? Eh bien, c'est un cocktail de déni et de mensonges. Et c'est justement dans cette réaction qu'on comprend la véritable nature de ce qui se trame. Cette question, posée par Andrew Bailey directement au patron du crédit privé, est pleine d'une ironie glaciale. Il sait très bien, et ils savent très bien, qu'ils sont en train de nous rejouer exactement le même film, scène par scène. Parce qu'en face, la réponse officielle, c'est le déni le plus total. Les grands noms du crédit privé parlent de désinformation. Même le PDG de Barclays, une banque qui a quand même perdu 110 millions de livres dans l'affaire, a osé dire que ces avertissements étaient subjectifs. C'est un déni assourdissant face à des faits bien concrets. Et c'est là qu'on découvre le pot rose. Il faut se poser la bonne question. Qui a vraiment perdu de l'argent dans ces faillites? Les géants du crédit privé, ceux qui ont créé ces produits toxiques, se vantent de n'avoir rien perdu. Alors, qui a payé? La réponse est sur l'écran, les banques réglementées. First Citizens, Santander, Barclays, c'est ce qu'on appelle un transfert de perte de l'argent intelligent vers l'argent bête. Donc, soyons clairs, ce n'est pas un accident, ce n'est pas de la malchance, c'est un mécanisme, un transfert de risque parfaitement orchestré. La finance de l'ombre a créé les déchets toxiques, les banques réglementées ont financé leur création, et maintenant, ces mêmes banques se retrouvent à éponger les pertes. Au final, la vraie question, ce n'est plus de savoir si on va revoir le film de 2008, on est déjà en train de le regarder. La vraie question, c'est, à la fin du film, quand la lumière se rallumera, qui va payer l'addition? Vers qui ce risque est-il transféré en tout dernier lieu? C'est la question qu'on vous laisse. C'était Gabriel et Sophia pour Confluence. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à partager votre avis en commentaire. À très bientôt.